Bienvenue à tous. Nous allons commencer cette séance. Donc, ça va être le cours d'électricité 2. Voilà, vous avez suivi le cours d'électricité 1 l'année dernière, où on avait étudié les phénomènes électriques. Aujourd'hui, ce cours-ci, ça sera essentiellement pour étudier les phénomènes magnétiques. Et un peu plus tard, les ondes électromagnétiques. Bon, cette façon de présenter les choses laisse entendre qu'il y a d'une part les phénomènes électriques, d'autre part il y a les phénomènes magnétiques. Comme, si vous voulez, il y a d'une part la thermodynamique, d'autre part il y a l'optique. Ça concerne des événements différents. En fait, il n'en est rien, parce que l'électricité et le magnétisme sont très reliés. Il s'agit d'un même phénomène, mais qui a des aspects différents. La distinction vient de l'histoire. Il y a longtemps, quand les gens ont commencé à regarder la nature, ils ont observé des phénomènes qu'ils ont qualifiés de phénomènes électriques, d'autres phénomènes qu'ils pensaient être différents. Ils ont parlé de phénomènes magnétiques, mais en fait, il s'agit, les uns sont reliés aux autres, comme on le verra plus tard d'ailleurs. Bon, pour commencer peut-être, voyons quel est le contenu du programme d'électricité, de quoi on va parler cette année. Eh bien, en première partie, on va parler de ce qu'on appelle la magnétostatique. C'est l'étude des phénomènes magnétiques purs. Enfin, je veux dire, ce sera des phénomènes qui ne dépendent pas du temps, sauf à la fin avec les questions d'induction électromagnétique. Mais la magnétostatique, c'est essentiellement l'étude des phénomènes magnétiques qui sont indépendants du temps. Dans un deuxième temps, dans la partie numéro 2, on va parler du courant alternatif. L'année dernière, vous avez étudié les courants directs. Vous savez, c'est le courant délivré par une pile. Le courant I ne dépend pas du temps. Et bien cette année, on va voir les courants, ils seront sinusoïdaux. Mais ce sont les courants que vous avez par exemple à la maison, là, quand vous allumez, vous appuyez sur l'interrupteur et vous avez la lampe qui s'allume. C'est des courants alternatifs qui vont être caractérisés par un certain nombre de choses. Et puis en partie 3, on va parler des ondes électromagnétiques et de ce qu'on appelle les équations de Maxwell. Alors probablement vous avez déjà entendu parler des équations de Maxwell. Elles sont 4, il y a 4 équations de Maxwell. Et ce qui est remarquable, c'est que ces 4 équations contiennent tout l'électromagnétisme. Tout ce que vous avez étudié l'année dernière et tout ce qu'on va étudier en magnétostatique, tout ça, ça sera compris dans les équations de Maxwell. Bien, alors on y va tout de suite avec la partie A, la magnétostatique. Et d'abord, voici la liste des chapitres que nous allons étudier dans cette partie. En 1, on va parler de la force magnétique. On fera le lien avec la force électrique. Puis la loi de Biot-Savart. En 3, le théorème d'Ampère, qui va jouer l'équivalent du théorème de Gauss que vous connaissez en électricité. Ensuite, on parlera du potentiel vecteur. On va voir le travail des forces magnétiques. Et finalement, alors un point vraiment très important, c'est l'induction électromagnétique. L'induction électromagnétique va vous permettre de comprendre comment on arrive à produire un courant électrique alternatif, variable. Parce que, posez-vous la question, est-ce qu'un courant électrique existe dans la nature? Quand vous regardez autour de vous, est-ce qu'il existe naturellement, je veux dire, sans que l'homme intervienne? Eh bien, quand on regarde, la réponse est non. Il y a bien des courants, des sortes de courants, mais qui sont transitoires, ce sont plutôt des décharges électriques. C'est par exemple les jours d'orage, quand vous avez la foudre qui tombe, il y a un éclair, c'est la manifestation de la décharge électrique, ce
qu'on pourrait appeler un courant électrique très très bref. Mais un courant électrique qui circule comme ça sans s'arrêter, c'est l'homme qui arrive à le produire. Et ça sera grâce à au phénomène d'induction électromagnétique. Bon, déjà, je vous dis tout de suite, vous le savez probablement, mais je vous le dis quand même, ce que nous étudions ici à la fac, dans la licence, la maîtrise, la licence de physique, ce sont des phénomènes fondamentaux. On l'appelle d'ailleurs la licence fondamentale. C'est ce qui vous permet de comprendre, c'est ce qui nous permet de comprendre les phénomènes dans la nature. Pourquoi la Terre tourne autour du Soleil, pourquoi il y a un courant électrique, etc. Maintenant, quand il s'agit de passer à la réalisation, c'est-à-dire que par exemple pour le courant électrique, bon, très bien, on a compris, voilà, phénomène d'induction électromagnétique, on voit comment ça se passe. Oui, mais pour le produire concrètement, eh bien, ça, c'est un autre job, on va dire, c'est un autre travail. C'est pas ce que nous faisons. Ça, il faudra aller vers des études plus techniques, des études d'ingénieurs, des études techniciens, des choses comme ça. Bon, alors on commence. Chapitre 1, la force magnétique. Et d'abord, oui, on va départager ce chapitre en deux parties. Enfin, au moins deux parties, non, il y en aura plus. Mais bon, il y aura d'abord le cas de la charge ponctuelle et puis le cas des courants. Bon, le cas d'une charge ponctuelle. Charge ponctuelle, vous voyez ce que c'est une charge qui occupe concrètement un volume très très faible. Parce que dans la réalité, ponctuelle, c'est-à-dire qu'il a la forme d'un point. Or, un point, ça n'a pas de dimension, hein, c'est mathématique. Une charge, c'est quelque chose de réel, donc ça a des dimensions. Donc vous voyez bien qu'une charge ponctuelle, ce n'est qu'une approximation, bien entendu. Mais elle est très valable pour ce qu'on veut faire. Et donc l'étude de cette charge ponctuelle va nous amener à la force qu'on appelle de Lorentz, force de Lorentz. Alors pour commencer, on va parler de la force électrique. Alors c'est un rappel et du phénomène du champ électrique. L'année dernière, on avait tout résumé en disant que chaque point de l'espace, un point M, peut être caractérisé par un vecteur qu'on appelle champ électrique. Ce vecteur-là va résumer tous les phénomènes électriques qui se passent au point M. Alors actuellement au point M, il n'est pas nécessaire d'avoir une charge. Je veux dire, c'est indépendant de l'existence d'une charge au point M. Le champ électrique, lui, il est créé par des charges, bien entendu. Mais ces charges, elles sont ailleurs. Je ne sais pas où est-ce qu'elles sont. C'est pas ce qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il existe un champ E au point M. Et si jamais je mettais une charge au point M, eh bien, elle va subir une force. Cette force, vous connaissez son expression. Si c'est une charge Q que vous mettez au point M, cette force a pour expression tout simplement Q fois E de M, le champ au point M. Alors, on l'a dessiné en rouge dans le cas où Q est positive. Vous voyez que si Q est positive, eh bien, la force et le champ ont la même direction. Par contre, si Q est négatif, la force et le champ ont des directions opposées. Voilà. Attendez, je vais essayer de... voilà. Je vais essayer de prendre un stylo. Voilà, ce sera peut-être plus pratique. Donc, voilà pour le champ électrique et la force électrique. Très bien. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'en un point M, il existe un autre champ. Comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est le même, mais disons, c'est un autre aspect. Si vous mettez une charge Q au point M, mais qui est mobile,
eh bien, on va apparaître un autre type de force, ce qu'on appelle la force magnétique. Et cette force magnétique est basée sur l'existence au point M d'un champ qu'on appelle champ magnétique B. Alors, en vérité, encore une fois, les champs E et B sont liés. Quand l'un existe, l'autre existe. Enfin, quand l'un existe. Bon, on y reviendra. Et donc, maintenant, au point M, on va mettre une charge Q, mais qui a une vitesse V. D'accord? Il faut qu'elle soit mobile. Elle a une vitesse V, cette charge est en présence d'un champ B. On constate qu'elle subit une force, qu'on appelle la force magnétique, et qui a pour expression Q, V, vectoriel B. Ça, c'est un produit vectoriel. Vous connaissez les propriétés du produit vectoriel que nous allons appliquer ici pour la force magnétique. Alors, on va voir les propriétés suivantes. D'abord, premièrement, c'est que puisque F magnétique est égal à V vectoriel B, à une constante près, c'est que F est perpendiculaire à V et F perpendiculaire à B. Je suis en train de me taire juste parce que je cherche le curseur. Eh bien, je ne le vois pas. Ah, si, il est là. Voilà. Donc, le premier point, voilà, ça, premier point, eh bien, F est perpendiculaire à V et F est perpendiculaire à B, c'est-à-dire que F est perpendiculaire au plan formé par V et B. D'accord? Deux vecteurs, à condition qu'ils ne soient pas collinaires, deux vecteurs, eh bien, définissent un plan. Et la force magnétique est perpendiculaire à ce plan. Pour déterminer le sens de ce vecteur, je vous montrerai un schéma tout à l'heure, on applique la règle de la main droite. Vous connaissez probablement la règle de la main droite déjà, c'est aussi la règle du tire-bouchon, ça concerne le produit vectoriel. Tu vois, c'est mathématique en fait. On va y revenir dans un instant. Mais puisqu'on a dit que ça c'était le cas, le premier cas, c'est lorsque V et B ne sont pas collinaires, on va se dire maintenant, oui, et si jamais ils sont collinaires, eh bien s'ils sont collinaires, la force est nulle tout simplement. Ben oui, le produit scalaire de deux vecteurs collinaires est nul. Donc si V et B sont collinaires, la force est nulle, c'est-à-dire si une particule animée d'une vitesse V entre dans une région où le champ B a la même direction que V, eh bien cette particule ne va pas voir le champ magnétique. Elle ne le sent pas. Elle va continuer comme s'il n'y avait pas de champ magnétique. Voilà. Et sinon, le module de la force F, vous le voyez au troisième point, c'est bien sûr le module d'un produit vectoriel, c'est QVB sinus θ en valeur absolue, où θ est l'angle entre V et B. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut tracer un petit peu cette force F? Voilà, on va prendre quelques exemples. Par exemple, ici, je prends une particule Q, animée d'une vitesse V qui va vers... chez moi, c'est vers la fenêtre, mais chez vous, je ne sais pas, enfin, on va dire vers la gauche, et le champ B est dirigé vers nous. Ok? Alors, dans ces conditions, quelle est la direction de la force? Bon, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, cette force, elle est perpendiculaire au plan formé par V et B. C'est-à-dire perpendiculaire à V et à B. Bon, le plan formé par V et B, vous voyez bien c'est un plan qui est perpendiculaire au plan de la figure, n'est-ce pas? Et être dans ce plan-là, c'est-à-dire être dans le plan de la figure finalement, et être perpendiculaire à V, il y a une seule façon. Je parle de la direction. Il y a une seule façon, c'est celle-là. Voilà. Et en appliquant la règle de la main droite, vous voyez, elle s'est dessinée ici,
vous posez votre main, vous savez, comme au karaté là, vous posez le tranchant de la main sur la vitesse V et vous tournez les doigts de la main vers la direction de B. Eh bien, en faisant ça, le pouce vous donne la direction du... Alors, il vous donne la direction du produit vectoriel produit vectoriel B, VB. Mais, et donc, cette direction sera la direction et le sens de la force si Q est positif. Voilà, c'est ce qui est dessiné ici. Si Q est négatif, bon, ben, ce sera le contraire. Voilà. Le produit vectoriel V et B, lui, il sera toujours dirigé vers le haut. Mais la force magnétique, puisqu'elle est égale à Q fois V vectoriel B, il y a Q là-dedans. Si Q est négatif, et bien entendu, c'est dans l'autre sens. Donc, vous voyez ici, on a pris l'exemple où V et B sont perpendiculaires. Très bien. Mais s'ils ne sont pas perpendiculaires, et s'ils ne sont pas collinaires non plus, je veux dire, parce que s'ils sont collinaires, la force est nulle, on l'a dit tout à l'heure. Donc, s'il faut entre les deux un certain angle, mais qu'ils ne soient pas perpendiculaires, eh bien, on peut toujours appliquer la règle de la main droite. Regardez, ici, bon, là, on l'a pris dans le cas où Q est positif. Voilà l'angle θ entre les deux. Eh bien, vous voyez l'axe et le plan qui est perpendiculaire à l'axe. Oui, VB définissent de toute façon un plan. C'est le plan qui est dessiné. Nous savons que la force est perpendiculaire à ce plan. Donc, elle est dirigée sur la droite qui est représentée. Maintenant, vous appliquez votre règle de la main droite. Vous voyez que... Ouais, bon là, il faudrait que vous soyez... Et devant moi, enfin, bon, il faut renverser la main. Je parle de la main droite, hein, faites très attention. Dès que vous utilisez la main gauche, c'est la main droite. Et ben, vous verrez que c'est comme ça. Très bien, la force est dirigée vers le bas. Ok? Bon, ajoutons une dernière chose, et c'est ça ce qu'on appelle la force de Lorentz, c'est dans le cas où au point M existent les deux champs à la fois, le champ électrique et le champ magnétique. Donc, la charge Q va subir les deux forces à la fois, force électrique et force magnétique. Eh bien, la force de Lorentz, c'est la somme de ces deux forces. Voilà. Donc, c'est QE plus QV vectoriel P. C'est ça, la force de Lorentz. Alors, parfois, quand il n'y a pas de champ électrique, je veux dire, quand le champ magnétique, justement, ne dépend pas du temps, eh bien, la force de Lorentz qui intervient, c'est QV vectoriel B. Et c'est pour ça que vous verrez que souvent, cette partie-là, QV vectoriel B, on l'appelle force de Lorentz. Hein, parce que le champ électrique est nul. Voilà. Et bien, tout de suite, on va appliquer ça au cas très pratique de mouvement dans un champ magnétique. C'est ce qui peut se passer dans plein d'appareils, sans rentrer dans les détails. Voilà, on va considérer ce cas-là. On va considérer un plan qu'on appelle YZ, c'est le plan de la figure. L'interaction X est perpendiculaire, dirigée vers vous. Un champ magnétique B qui est orienté selon Z. Et une particule Q qui est animée d'une vitesse V0 à l'instant t égale 0. Cette vitesse V0, elle fait un angle alpha avec l'axe des Y. Et à l'instant t égale 0, la particule, elle est à l'origine du repère. C'est-à-dire que, voilà, vous allez avoir l'instant initial, c'est-à-dire t égale 0. Le point M0 est en haut, donc le vecteur M0 a pour coordonnée 0, 0, 0. Et la vitesse V, à cet instant-là, eh ben, elle a une certaine valeur, V0, dont voici les coordonnées 0, V0 cosinus alpha, V0 sinus alpha.
Alors, la première composante V0x, elle est égale à 0 parce que V0, il est contenu dans le plan YZ. Voilà. Alors, quand je disais qu'à l'instant t égale 0, le point M est confondu avec l'origine du repère, ou plus exactement, il faudrait dire que je choisis mon repère, je le fixe au point où se trouve la charge à l'instant t égale 0. D'accord? Parce que les calculs, c'est moi qui les fais. La charge, elle a sa vie, hein, elle fait ce que les lois de la nature lui disent de faire. Bon. Alors, on va appliquer la RFD. Ce n'est pas la République fédérale démocratique, c'est la relation fondamentale de la dynamique. Et cette relation nous dit que la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces. L'accélération, on l'appelle A ici, donc vous avez le produit MA, qui est égal à la somme des forces. Or ici, qu'est-ce qu'il y a comme force? Puisqu'il n'y a pas de champ électrique, il y a la force magnétique. Et la force, il y a des gens qui disent oui, mais s'il y a une masse M, c'est qu'il y a la force de gravitation. Effectivement, vous avez raison. Il y a, de toute façon, quand on est sur Terre, un corps de masse M, il subit nécessairement la force de gravitation. C'est le poids, à peu de choses près. P égale mg. Mais chaque fois qu'il y a une force électrique ou une force magnétique, le poids est complètement négligeable. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Nous avons MA égale à Q, V vectoriel B. Et voilà, la résolution de cette équation va nous donner, va tout nous donner. Et en particulier la trajectoire de cette particule. Donc quand on étudie le mouvement d'une charge, ça revient à résoudre cette équation. C'est ce que vous faites en mécanique, hein. Une fois à partir de la relation fondamentale de la dynamique, vous remontez à la vitesse puis à la trajectoire. Pour cela, on va projeter sur les trois axes x, y, z. Donc vous voyez que ici vous avez m fois les composantes de l'accélération qui sont ax, ay, az. Autrement dit, vx, vy, vz, vx point, je veux dire vy, ou bien x 2 points, y 2 points, z 2 points. Les x 2 points veut dire la dérivée seconde par rapport au temps. Q, v vectoriel b, donc de la même façon, vous reconnaissez les composantes du vecteur vitesse, x point, y point, z point, et les composantes du champ magnétique, 0, 0, b, oui, parce que le champ b a la direction selon z. Donc bx et by, les deux composantes sur x et y sont nulles. Voilà. Bon, le produit vectoriel, maintenant, on sait le faire, hein, vous le calculez quand vous voulez, et on va avoir les choses suivantes, by point moins bx point 0. Voilà. Bon, si on divise par m, vous allez voir que à droite, il y a le produit QB sur M. D'accord? Alors, ce terme-là, QB sur M, on va le poser égal à oméga. C'est QB sur M. Et on va avoir donc trois équations, une pour chaque direction. Ces trois équations, c'est les suivantes. X seconde égale oméga y point, la deuxième, puis la troisième équation. Voilà. Ce sont trois équations. Alors, il faut bien voir que en physique, on a terminé. Enfin, on a pratiquement terminé. Bon, il y aura les conditions limites, mais on a terminé. C'est un problème mathématique. Il va falloir résoudre ces équations. Alors, c'est intéressant de remarquer que l'équation 3, elle est indépendante des deux autres. Elle ne concerne que z. Donc vous allez pouvoir déterminer z, qui ne dépend pas de x et de y. Mais quand vous regardez les équations 1 et 2, 1 par exemple, on constate que x et y sont liés. Dans l'équation 2 aussi, on dit que les équations 1 et 2 sont couplées. Et pour résoudre l'une, on a besoin de l'autre. Donc on les résout simultanément, les deux en même temps.
L'idée elle est très simple, hein. Vous prenez la première équation, vous l'intégrez par rapport au temps. Vous allez trouver x point égale oméga y plus constante. La constante, vous allez la déterminer avec les conditions limites. Bon, ce x point que vous venez de trouver, eh ben vous le mettez dans l'équation numéro 2. Et donc, vous allez éliminer x. Vous n'allez avoir que y. Ce sera une équation différentielle que vous allez pouvoir intégrer, trouver y, et donc trouver x. Et ainsi, on aura trouvé la trajectoire. Ben, vous ferez ça en TD. Vous ferez ça exactement, tous les calculs. Mais tu vois, à partir de là, c'est vraiment des calculs mathématiques. Hein. Bon, c'est ce qu'on fait en mécanique. Voilà. Ça, on a parlé de la force de Lorentz, qui est la force qui agit sur une charge ponctuelle. Et maintenant, on va regarder le cas des courants électriques. On va constater qu'un courant électrique, un fil parcouru par un courant, lorsqu'il est en présence d'un champ magnétique B, il subit une force. Il y a tout le fil qui subit une force. Et ainsi qu'on va le voir tout de suite, l'origine de cette force de Laplace, qu'on appelle de Laplace, eh bien c'est la force de Lorentz. C'est facile à comprendre, je veux dire, l'idée, c'est qu'un courant électrique, c'est un déplacement d'ensemble de charges, c'est des charges qui se déplacent. Or, on vient de voir qu'une charge qui se déplace en fonction du temps, je veux dire une charge qui se déplace en présence d'un champ magnétique B et subit une force. Et ben voilà, donc chacune de ces charges va subir une force, force de Lorentz, oui, et l'ensemble de ces forces va conduire à une résultante qui est la force de Laplace. Alors le calcul se fait très rapidement de la façon suivante. On va considérer un fil. Vous le voyez dessiné comme ça, parcouru par un courant I. La section, on l'appelle petit s, c'est une petite section. L'électron va ici, dans ce schéma-là, va à gauche, puisque le courant va à droite. Hein, vous savez, l'électron est une charge négative. Et donc, on a ce qu'on appelle la densité de courant J, vecteur J, qui a le même sens que I. Voilà, le tout se fait en présence d'un champ B qui est perpendiculaire à la figure, qui est dirigé vers vous, comme c'est indiqué sur le dessin. Et on s'intéresse à un élément de fil centré autour d'un point P et qui a pour longueur dl. D'accord? C'est un tout petit volume de longueur dl et de section S. Il contient des charges qui sont en mouvement. Donc, ce petit volume infinitésimal d tau, il va subir une force qui est la force df. Alors, l'expression de df, je peux l'écrire parce que cette charge élémentaire dq que contient l'élément infinitésimal, eh bien dq est infinitésimal, dq tend vers 0. Je peux donc l'assimiler à une charge ponctuelle. Et on va pouvoir écrire la force que subit cet élément dl. Ça s'écrit de la façon suivante. Si j'appelle dq cette charge, je vois déjà que dq c'est n fois d tau fois moins e. N ici c'est le nombre de charges par unité de volume. D'accord? Donc le nombre de charges par unité de volume multiplié par la charge moins e fois le volume, bon ben ça vous donne la charge dq. Et je peux remplacer d tau par s fois dl. Voilà. Eh bien, la force que subit cet élément-là, nous savons très bien que c'est dq v vectoriel b. N'est-ce pas? Ça c'est df. Je remplace, ça fait moins ne dl s v vectoriel b. Et ceci, en faisant intervenir le vecteur J, densité de courant, par définition, c'est ρ fois V, la densité de charge fois V, c'est-à-dire ici moins NE fois V, N fois moins E si vous voulez, N fois la charge moins E fois V.
eh bien ça nous donne des LSJ vectoriels P. Et je n'ai pas besoin de vous dire que vous pouvez appuyer sur pause à tout moment pour prendre le temps de bien voir les choses. Mais bon, c'est ça. Et ce vecteur J, vous savez que J peut être relié au vecteur peut être relié à l'intensité I, puisque vous savez que l'intensité I, c'est le flux de J à travers une surface S. Alors ici, on remarque déjà que puisque les vecteurs J et dl sont collinaires, ils ont la même direction, alors on peut poser que dl fois J, et bien c'est J fois dl. D'accord? C'est la même direction. Dans ces conditions, on va voir la quantité S fois J qui intervient. S fois J, c'est le courant électrique, puisque I égale l'intégrale de J ds. Donc, on va voir dF égale, voilà ce que je disais, JS dl vectoriel P. Et comme JS, c'est le courant I, eh bien, on va voir dF, la force sur l'élément dl, qui est égale à I dl vectoriel P. Bon, maintenant, concernant tout le circuit, il suffit de décomposer tout le circuit en une infinité de petits éléments. Chaque élément subit une force dF, et la force totale, ça va être la somme de toutes ces forces. Donc voilà, vous voyez le circuit, c'est le rond qui est là-bas. Il est là-bas. Vous prenez l'élément P, c'est celui dont on vient de parler, voilà, avec une certaine force, dF, et la force totale, c'est la somme de tout ceci, et cette force, on l'appelle force de Laplace. C'est l'intégrale sur tout le circuit de I dl vectoriel P. Alors, bien sûr, on va prendre après, vous allez appliquer cette formule en TD à des cas particuliers. On va pas prendre un circuit de forme quelconque, parce que de forme quelconque, on ne saura pas calculer cette intégrale et ça va s'arrêter là. On va prendre des circuits avec une forme bien particulière et on va pouvoir déterminer le calcul dl, on va pouvoir faire le calcul dl vectoriel P, intégrer et trouver la force. Mais je vais vous faire remarquer un cas déjà ici qui est très général et qui est vrai quelle que soit la forme du circuit. C'est le cas spécial où le champ magnétique est uniforme, s'il est constant. Si le champ est constant, on va voir que la force de Laplace est nulle. Exactement, quelle que soit la forme du circuit. Exactement, parce que voilà, là qui en bas, la force est égale à I, l'intégrale de dl vectoriel B. Ok. Et puisque B est uniforme, on peut le sortir de l'intégrale. Et donc il reste l'intégrale de dl, entre crochets, vectoriel B. Or, cette intégrale-là, qui est une intégrale vectorielle, elle est égale à 0. Vous savez comment on additionne deux vecteurs, hein? On trace le premier, puis le deuxième se trace à partir du premier. Hein? À l'extrémité du premier, on trace le second, etc. Et on avance. Mais si, puisqu'on va faire tout un tour, puisque le circuit est fermé, on revient à notre point de départ, ça va donner 0. Et c'est ce qui fait que la force magnétique, elle est nulle dans ce cas-là. Ce qu'on pourra vérifier d'ailleurs dans des cas, par exemple, si vous prenez un cadre qui est rectangulaire, par exemple, il y aura AB, BC, CD, DA, 4 segments. On va pouvoir calculer la force sur chaque brin de ce cadre. La force sur AB, la force sur BC, etc. Et puis, si on fait la somme des 4, on va trouver 0. Mais ce qui est normal, puisque je suis en train de parler du cas du champ uniforme. Hein. Je n'avais même pas besoin de faire ça. Quelle que soit la forme du circuit, la force de Laplace sera nulle dans ce cas-là. Très bien. Écoutez, voilà, je vous dis au revoir.
Bien qu'en vérité, non, je ne sais pas pourquoi il y a au revoir ici. On n'a pas encore fini, loin de là. Alors, on va faire une pause.